On voit bien que le réchauffement climatique, en plus, va accroître le défi. Une sécheresse comme on a eu en 2022 est réputée se produire sans doute de plus en plus souvent. Alors, quelles seraient les conséquences? Déjà, premièrement, une conséquence pour les milieux naturels. Ils ont énormément souffert, donc ils souffriraient encore plus, et c'est la biodiversité, ça nous concerne tous. Deuxième conséquence, on l'a vu aussi, on pourrait le revoir, c'est-à-dire dans certains coins, notamment le grand sud-est de la France, de l'eau potable a été amenée par camion. Et on l'a vu dans certains villages de l'ouest breton. Ça pourrait être encore de constater à un moment donné des forages qui ont tari dans des exploitations agricoles, forages privés. Donc un exploitant qui a besoin d'eau, qui cherche à en prendre sur le réseau public, et le réseau public est saturé de demandes et ne peut pas faire face à tout. Ça peut être justement des réseaux publics qui, dans certains cas, s'arrêtent parce qu'il n'y a plus d'eau à distribuer. Et au-delà de ça, c'est très compliqué à faire redémarrer ensuite. Et puis un dernier exemple parmi d'autres, c'est on peut imaginer des productions industrielles, et ça s'est vu aussi, des productions industrielles qui doivent s'arrêter parce qu'il y a, notamment dans l'agroalimentaire, par faute de ressources en eau. Donc, alors est-ce que ça peut arriver? Ce qu'on sait justement, c'est que, et c'est notamment les experts du Haut Conseil breton pour le climat qui localement le disent, et justement le précisent régulièrement, c'est qu'une sécheresse comme celle de 2022, elle va en effet devenir de plus en plus courante. Il y a des évolutions climatiques, donc des évolutions hydrologiques, plus les usages de l'eau qui prennent leur part, et tout ça effectivement complique l'équation. Donc c'est des choses dans ce que j'ai énuméré, en tout ou partie déjà été observées, ou partiellement, donc qui peuvent, bien sûr, qui peuvent être devant nous. Peut-être un petit peu moins si on anticipe, si on tire effectivement les leçons et si on s'organise collectivement, notamment pour aller vers davantage de sobriété, on va en reparler sûrement, et parfois savoir arbitrer entre des usages. L'attractivité touristique, évidemment, ça accroît la demande d'eau l'été, c'est indéniable, mais ce n'est pas à proportion du défi qu'on a devant nous. On dit autrement, s'il n'y avait pas de tourisme l'été, on aurait quand même un défi à résoudre sur l'équation entre l'eau disponible et les usages. Voilà. Alors c'est vrai que ça n'empêche pas l'idée, ça n'enlève pas l'idée de développer des solidarités particulières l'été, que les visiteurs d'été soient solidaires, conscients des économies d'eau à faire, voire il y a pourquoi pas une exploration à faire sur la tarification de l'eau, avoir un système qui tienne compte de cela. La Bretagne reste attractive, y compris pour des raisons climatiques d'ailleurs. Mais là aussi, on pourrait, comme je disais tout à l'heure, sans même parler d'accueil de nouvelles populations, déjà dans la situation actuelle, on a des situations de tension. Moi je viens du territoire Est, Côte d'Armor, Nord, Ille-et-Vilaine. Il est notoire, on en parle très ouvertement, que le secteur de Saint-Malo, aujourd'hui, n'est pas sécurisé en approvisionnement en eau potable au cas où on est 2-3 étés 2022 à la suite. Donc c'est un vrai sujet dès aujourd'hui. Alors comment accueillir en plus de la population, parce qu'on en a la légitimité, voire même on en a l'envie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers de la sobriété. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir développer à tous les niveaux. Les leçons 2022, alors je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais il faut le redire, on s'est tellement concentré sur nos usages qu'on pourrait oublier ce numéro 1 là. C'est encore une fois l'enjeu milieu naturel, rivières, cours d'eau, milieu aquatique. Biodiversité. Parce que ces milieux-là ont payé un très lourd tribut. Là, il y a une leçon, il faut regarder de près. Pour donner une idée, au mois d'octobre, sur les 300 cours d'eau, petits cours d'eau qui sont observés dans les hauts bassins versants de la Rance, il y en a plus de la moitié qui étaient à sec au mois d'octobre. Donc c'est-à-dire pas de vie, pas de vie aquatique en tout cas. C'est la première leçon. Donc avoir une espèce de focale qui n'oublie pas cet enjeu-là. La deuxième leçon, c'est qu'on a des réseaux qui courent sur des dizaines de kilomètres. Les ressources en eau sont très interconnectées à l'échelle de tout le bassin, de tout le département des Côtes d'Armor, et même jusqu'en Ille-et-Vilaine, j'évoquais Saint-Malo. Eh bien, cet outil-là, avec ses pompes, ses canalisations, ses réservoirs, a tourné au taquet. On l'a poussé à ses limites. Il a montré ses limites. C'est-à-dire que malgré une interconnexion sophistiquée, ambitieuse, eh bien, on sait qu'on est à la limite de l'outil. Donc, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'étape d'après, c'est forcément des sobriétés ou des réutilisations d'eau qu'il faut pouvoir développer. Alors, quand on parle de retenue d'eau, parce que c'est un sujet en effet qui revient, j'aime bien faire quelques petits préalables.
Manière de dire que ce sujet de la retenue d'eau, il a été, on le sait, même à plus haut niveau. Le président de la République a énoncé ce sujet-là comme si c'était facile, évident, incontournable d'une part, et qu'il n'y avait pas à le questionner. Il me semble qu'il y a quand même 3 préalables à poser. C'est que déjà, l'idée de retenir l'eau est une bonne idée, mais quel est le meilleur endroit où retenir l'eau? C'est le sol. C'est le sol, il est là, il est fait pour ça. L'eau, effectivement, est sous nos pieds, alors dans des nappes par ici, dans des fissures, etc. Et non, c'est le sol. Deuxième façon de retenir l'eau vers le sol, c'est de le retenir dans la topographie des lieux. C'est la question des talutages et de dire l'eau en bas d'un champ, si effectivement elle rencontre un talus, de manière très douce, elle se réinfiltrera dans la meilleure retenue qu'on a, c'est-à-dire le sol. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est ne pas oublier que, alors une retenue d'eau plus au sens bassine, entre guillemets, ou en tout cas construite, c'est pas anodin. C'est peut-être une digue, c'est peut-être une étanchéité, c'est peut-être des pompes, c'est peut-être de l'entêtement pour un exploitant agricole, de la surveillance, c'est un coût, c'est pas neutre. Il faut l'avoir aussi en tête. Et enfin, quand on parle retenue, il y a un panel énorme derrière ce mot-là, depuis la petite citerne pluviale privée, jusqu'à, l'éventuelle grande retenue collinaire. Si on se met 2 images côte à côte en tête, d'un côté, cette petite cuve pluviale au pied de la maison. Elle n'altère aucun cours d'eau, aucun ruisseau, elle est juste au pied des gouttières. Et de l'autre côté, on imagine un petit cours d'eau et une retenue collinaire qui va venir barrer ce cours d'eau, donc qui l'impacte lourdement. On parle de 2 choses très très différentes. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, alors on peut commencer la discussion. Et donc sur les retenues d'eau, on peut prendre une image, et quelquefois il y a un lien de la retenue d'eau, enfin si on imagine la grande retenue, la retenue collinaire, voire la bassine, vis-à-vis des cultures, ça me fait penser quelquefois au canot à neige dans les stations de montagne. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas un sursis, juste un sursis? Pour combien de temps? On arrive à préserver le ski jusqu'en bas de la station, mais à un moment donné, il faut revoir l'offre touristique. Eh bien, voilà, le lien entre le besoin d'eau et qu'est-ce qu'un site permet de faire en termes de culture, il faut savoir aussi le revisiter. Le plan eau de l'État récemment, que je ne connais pas encore in extenso, mais on travaillait sur un exemple hier matin avec des industriels. La question de la réutilisation d'eau. Où là, il y a une attente très très forte. Parce que je parlais tout à l'heure, sobriété, réutilisation, il faut quand même qu'on puisse développer ça. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'on se trompe, quand les industriels pourront recycler une partie de l'eau, notamment dans l'agroalimentaire, c'est pas pour ça qu'on sera tiré d'affaire, mais c'est quand même un enjeu fort. Il y a des annonces qui ont été faites pour montrer que ça avance, ce sujet de la réutilisation d'eau possible, y compris dans l'agroalimentaire, et en fait ça avance plus difficilement que prévu. Donc au-delà des annonces fortes, regardons dans les faits quels décrets sortent effectivement et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Sur la question de la tarification de l'eau, d'une éventuelle progressivité, déjà il y a une étape à franchir. Alors à Dinan Agglomération d'où je viens, on l'a franchi il y a maintenant 4 ans, c'est de supprimer la dégressivité. C'est-à-dire la tradition de la vente d'eau, c'est effectivement une équation basée sur la logique de vente. Donc je vends en gros, donc si je vends en gros, je vends moins cher. Il faut évidemment passer à un modèle où le tarif doit être vertueux vis-à-vis de la protection de la ressource. Donc si on vend en gros, on vend au même prix, l'industriel a un signal par rapport à ça et il est effectivement un petit peu plus incité à investir sur l'économie d'eau. Une fois qu'on a dit ça, la progressivité. Alors là, je mets de côté peut-être le côté activité économique. On pourrait imaginer un jour qu'on ait un tarif jaune sur l'activité économique, tarif bleu sur du domestique. Sur le domestique, donc l'eau de nos maisons, de chez nous, ça peut faire sens, il faut explorer la piste et de dire pourquoi pas dire à partir de tel volume, on est au-delà des usages domestiques de base, alors effectivement le mètre cube devient plus cher parce que peut-être il est là pour la piscine ou pour le lavage de la voiture ou pour des usages vraiment de confort sur lesquels on peut réguler. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée-là? Donc je confirme effectivement que c'est une idée à explorer. Parce qu'en fait, on a vécu plusieurs décennies où la tarification de l'eau nous rend schizophrènes. C'est-à-dire pour avoir du budget que ce soit dans nos régies d'exploitation, dans nos délégations de services publics ou pour investir, on a quand même besoin de recettes. Et pour avoir de la recette, il faut vendre du mètre cube. En même temps, on veut vendre moins de mètres cubes. Donc on est schizophrène. Comment résoudre l'équation? Justement par des tarifications plus subtiles, une ingénierie de tarification un peu plus imaginative. On dit effectivement, on génère de la recette et on arrive à le faire
tout en économisant les mètres cubes. Et là, il y a beaucoup de collectivités qui sont sur le sujet et qui inventent des choses, donc il y a des bonnes pistes déjà à regarder. Il ne faut pas non plus avoir l'illusion qu'on pourrait mettre des compteurs intelligents en eau partout. En fait, technologiquement, ça peut être un peu vain ou un peu ambigu, un peu limité, et puis très coûteux. Alors là, le comptage intelligent, on peut l'imaginer justement sur des grands consommateurs, y compris pour les aider. Ils ont besoin d'une visibilité, d'avoir des signaux. Et là, il y a peut-être un jeu intéressant à faire. Au niveau du domestique, il faut rester modeste. Alors, c'est vrai qu'on l'habitude, c'est de compter les volumes 2 fois par an, de tourner de comptage. Et avec cette donnée, avec un pas de temps très très grand, qu'il faut essayer quand même de raisonner. Mais ajuster une facturation progressive sur le volume annuel, c'est possible, même si on compte le volume 2 fois par an. Après, il peut y avoir des petites choses à regarder, des petites innovations à regarder sur effectivement les secteurs hypertouristiques. Est-ce qu'il faut arriver à avoir quand même un comptage d'été pour aussi adapter la tarification l'été? Les grands consommateurs, je pense notamment à des industriels de l'agroalimentaire, des emblèmes du territoire d'où je viens, c'est l'Aïta, donc à Créin, qui consomme plusieurs centaines de milliers de mètres cubes par an, donc c'est des volumes considérables. Et chez lesquels il y a des gisements d'économie, ils y travaillent. Et ils y travaillent sans doute d'autant plus facilement justement qu'il y a un signal prix. Et donc on pèse le pour et le contre dans l'investissement. Et nos collectivités, on travaille avec ces grands consommateurs, logique collaborative, incitative, aide pour aller chercher des subventions dans certains cas, etc. Donc effectivement, on a une relation de travail assez forte avec les industriels depuis plusieurs années parce qu'on travaille sur un conventionnement. Je parlais tout à l'heure de tarifs bleus, de tarifs jaunes avec les industriels et en commençant par les plus grands consommateurs d'entre eux. Bien sûr, c'est du conventionnement pour des tarifications ad hoc et l'outil de conventionnement, donc il est travaillé, il est mis au point en fait avec eux, de manière à ce qu'il soit incitatif. Et dans un certain cas, l'eau, la facture d'eau commence à peser un peu. Alors il vaut mieux investir pour économiser ou pour mieux l'épurer, etc. Non seulement d'ailleurs c'est une possibilité, mais on le fait déjà. Mais qui le fait? C'est intéressant cette question-là parce que ça amène aussi à identifier le rôle de chacun. Donc l'interdiction des usages, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle des arrêtés sécheresse. Et donc ça se fait déjà, effectivement on peut penser encore une fois au remplissage de piscines, arrosage de golf, lavage de voitures, lavage domestique mais professionnel, on l'a vu. La question sur laquelle on doit progresser, c'est collectivement, mais pour que les arrêtés sécheresse d'État deviennent plus vertueux, et l'État construit les arrêtés sécheresse en fait en concertation très très large, c'est le moment. À quel moment on commence à décider, tiens là il y a des alertes, alors il faut commencer à réglementer certains usages. Disons qu'en 2022, on a commencé très tard. Et il y a certainement moyen, sans dire qu'on en sécheresse toute l'année, il faut bien sûr différencier les périodes entre elles, mais il y a des mesures d'anticipation que l'État pourrait prendre plus tôt. Quels usages l'État interdit-il les premiers? C'est les usages type effectivement remplissage de piscine, lavage de voitures, arrosage de golf ou d'équipements sportifs divers et variés, à prendre avec précaution parce que quelquefois on a vécu en 2022 des dérogations bizarres pour le sport de haut niveau, mais qui interrogeait forcément parce qu'il y a une forte charge symbolique dès lors qu'on touche à l'interdiction. Après, en toile de fond, il y a des usages qui sont préservés, qui sont un petit peu sacralisés, notamment l'abreuvement de l'élevage. Et c'est là où il y a quelque chose de très intéressant, même très fort au niveau symbolique, c'est que l'élevage, ça nous amène au monde animal. Et le monde animal, c'est le monde animal domestique, cheptel, mais c'est le monde animal sauvage. Et comment arriver à sauver les deux? C'est-à-dire, pour sauver les élevages, souvent l'habitude, ça va être d'autoriser la diminution des débits réservés. Donc au fond, on sacrifie un petit peu les rivières. Et il y a quelque chose de juste là-dedans. Mais en même temps, immédiatement, il y a quelque chose d'injuste. Ça veut dire qu'on sacrifie la vie aquatique. Donc il y a les animaux d'un côté, mais il y a aussi les animaux d'un autre. Alors là, je n'ai pas la solution. Je m'éloigne de la question, mais ça veut bien dire qu'il faut qu'on arrive à dénouer ce nœud gordien d'un arbitrage impossible, en fait, entre la vache et le poisson, quelque part. On peut interroger la manière dont la ressource en eau alimente des élevages destinés à l'exportation. C'est notamment vrai pour certains élevages de cochons. Là, je dirais que il y a une certitude, c'est que ça dépasse la question de l'eau, et donc la question du spécialiste de l'eau, disons.
Et c'est le lien, il est évidemment fort entre agriculture et enjeu de l'eau. Et il faut qu'on renforce, effectivement, il faut qu'on rapproche ces questionnements-là, c'est-à-dire c'est interroger quels sont les modèles, heureusement il y en a plusieurs, quels sont les modèles agricoles adéquats, pertinents, en fonction de ce qu'est un certain site, un certain lieu. Qu'est-ce que peut permettre, qu'est-ce que peut offrir ce lieu de par ses ressources naturelles, de par la limite de ses ressources naturelles. Il y a à un moment donné des choses qu'on ne peut pas faire. Tout le monde s'y prépare, hein, le cheptel va décroissant. Ce qui est important, c'est que si le cheptel va décroissant, ou peut-être en limitant, en interrogeant ce modèle exportation à des endroits où on n'a pas d'eau pour le soutenir, il vaut mieux que ça se passe avec anticipation, avec des stratégies de transition, etc., que ça se passe de manière brutale et subie. Cette question, évidemment, sur l'agrandissement de porcheries, d'élevage, etc., elle pose d'une certaine manière la question de la gouvernance de l'eau, du rôle des uns et des autres, et notamment là, en l'occurrence, du rôle de l'État. En tant que président de la commission locale de l'eau, donc c'est un mandat local hein, que j'assure là-dessus, j'ai plusieurs fois interrogé l'État ou alerté l'État en disant « attention, parce que pour que le jeu soit vertueux, on a besoin d'être plusieurs. Et on a besoin de l'État. On a besoin de l'État dans son rôle de police administrative, c'est l'exemple de l'instruction de dossiers d'extension d'élevage, ou quelquefois dans son rôle de police de terrain, je dirais, quand il y a un incident, quelque chose de complètement anormal et qu'il faut verbaliser. Parce qu'autrement, la profession agricole elle-même n'y comprend plus rien si on ne fait pas la part des choses. Et donc l'État doit jouer son rôle là-dessus. Et il est vrai qu'on a vu des dossiers où l'instruction, finalement, soit elle va trop vite. Attention, ce que je dis là, ça n'accuse pas des personnes. Ça met le doigt sur un système qui va vers une diminution drastique des moyens de l'État. Donc il n'y a plus le temps d'instruire les dossiers. Donc ça va vite, l'État est en perte d'expertise et de temps. Et donc évidemment en perte de vue globale. J'ai effectivement en tête un dossier dans lequel l'instruction par l'État avait ignoré les dispositions du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du bassin versant de la Rance. C'est un peu fâcheux. Donc voilà, là il y a effectivement cette question du rôle de chacun qui doit être sans doute revu, conforté. C'est-à-dire que là on arrive sur des sujets sensibles liés effectivement à l'agriculture et liés que d'une certaine manière l'État lui-même, alors qu'il pourrait jouer un rôle d'accompagnement sur y compris des stratégies de changement dont on a besoin. Moi je dis toujours, en fin de compte, les exploitants agricoles, ils ont sans cesse innové leur système depuis le néolithique. Il y a une capacité d'innovation, d'adaptation dans ce monde-là qui est incroyable. Et donc si on en a été capable pendant des milliers d'années, on en est capable aujourd'hui. Mais alors quel rôle joue l'État là-dedans ? Il y a le rôle financier, il faut amener de l'aide, il faut amener de l'accompagnement, ça va de soi. Et puis à un moment donné, il faut savoir réglementer, il faut savoir trancher, il faut savoir dire il y a telle et telle possibilité. Non, ça n'est plus possible. Voilà, il faut, encore une fois, il faut avoir le courage d'arbitrer le fait qu'il y a certains types d'installations qui ne sont plus compatibles avec le milieu dans lequel elles se trouvent. C'est vrai que dans des possibilités de nouvelles ressources, on cite parfois la désalinisation de l'eau de mer. Ça fait quand même un petit peu réfléchir parce que, d'abord, c'est très technologique, c'est très coûteux. Mais c'est coûteux notamment par de la consommation énergétique, c'est énergivore. C'est un petit peu dommage par les temps qui courent. Et puis ça produit des déchets, hein, enfin des saumures qui ne sont pas sans conséquences même sur le milieu marin. Donc c'est cher, énergivore, pas anodin pour les milieux. Et puis il y a un autre piège derrière ça, c'est que l'eau de mer est quand même en quantité, en comparaison avec les eaux douces, c'est une quantité infinie, on pourrait dire. Donc ça ouvre une nouvelle boîte de Pandore et l'illusion qu'il n'y aurait plus de problème. On aurait trouvé la solution magique. Ça véhicule un petit peu ça, dans les limites de ce que j'ai dit, c'est malgré tout très coûteux. Bref, dans des pays très arides et qui néanmoins se peuplent pour un tas de raisons, que l'on pense à cette solution-là, dans des endroits spécifiques, pourquoi pas? Mais vraiment ici en Bretagne, si on arrive à ça, ça sera la preuve d'un échec assez pathétique quand même.
Quelles sont les solutions, les approches qui pourraient nous aider? Est-ce que comment dire, la technologie a réponse à tout, etc. Moi, je crois beaucoup à la capacité d'innovation, à la créativité, mais je me méfie un peu du high-tech, pour dire simple. Je pense que ce qu'on a avantage à rechercher, c'est de l'idée, en effet, et c'est des processus créatifs, collectifs, intelligence collective, etc. Mais pour retomber sur un vocabulaire connu, c'est de trouver, oui, des techniques sans doute, mais inspirées de la nature, proches de la nature. Quand on me parlait tout à l'heure du stockage de l'eau dans les sols, voilà, ça en fait partie. Et de ce qui peut aider par simple talutage, c'est hyper sobre. Mais n'empêche que ça ne se fait pas partout, c'est curieux. À dire, ben, on retient l'eau, donc elle s'infiltrera dans le sol. Et c'est vrai pour des techniques d'épuration, par exemple. Une des clés de la sobriété en ville, ça peut être les toilettes sèches, pourquoi pas, les toilettes sans eau. Aujourd'hui, ça n'est plus ni tabou, non seulement ça, mais c'est même crédible, des constructeurs de maisons individuelles s'y mettent. Et dans le domaine, il y a des technologies, c'est important pour le confort, pour que ce soit assez neutre sur les usages, mais des technologies simples. Alors, j'évoque effectivement l'enjeu de toilettes sans eau, moins consommatrices d'eau. Pourquoi? Parce que ça rentre dans cette logique, comment on innove, comment on avance dans l'innovation. Première étape, c'est de dire, et il est quand même un peu paradoxal et parfois même absurde, de mettre de l'eau potable, qui est passée par une filière de potabilisation complexe, qui est à 12 km, ou peut-être plus, peut-être 10, 15, 20, 30, et qui a fait tout ce chemin par des pompes et par des châteaux d'eau pour arriver à la chasse d'eau, et là, elle part à l'égout. Bon. Donc, premier niveau, on peut dire, on met de l'eau pluviale dans la chasse d'eau. Et c'est déjà pas mal, parce que là, le circuit est hyper court, la goutte d'eau, elle fait 5 mètres, 10 mètres, hop, et on l'a à portée de main. Et puis, il y a l'étape d'après, c'est de dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'eau? Alors, de plus en plus, on a chacun expérimenté des toilettes sans eau dans des lieux touristiques, dans des refuges de montagne. Il y a des systèmes qui marchent bien, d'autres moins bien, mais c'est pareil avec les toilettes à eau d'ailleurs. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a aujourd'hui des systèmes crédibles, pragmatiques, qui marchent. Et moi, j'ai la joie, je dirais presque, de travailler le sujet d'assez près sur des projets de lotissement. Et donc, collaboration avec des constructeurs de maisons individuelles qui, effectivement, ont compris en visitant des installations qui existent, qui ont compris, tiens, ah oui, c'est possible, ça peut faire sens, c'est réversible. Enfin, on peut se sécuriser avec cette approche-là. Et en fin de compte, ça concerne des volumes d'eau multipliés par le nombre de personnes, ça concerne des volumes d'eau importants. Et évidemment, jamais on ne pourrait imaginer des toilettes sans eau partout, ça serait absurde. Mais dans des nouvelles opérations d'urbanisme, en lien justement avec la question de l'accueil de nouvelles populations, donc nouveaux logements, etc., là, il y a un filon parmi tant d'autres qui doit être creusé, évidemment. La question de l'infiltration des eaux pluviales, elle m'intéresse d'autant plus que par différents angles, c'est une question que je côtoie depuis 30 ans. Sur mon parcours professionnel en tant que bureau d'études et puis désormais en tant qu'élu. Et donc l'idée fait son chemin depuis en fait très longtemps. On voyait déjà des opérations effectivement dans les années 90 avec de l'infiltration d'eau pluviale dans des quartiers. Aujourd'hui, en effet, ça se généralise et tant mieux. Et d'autant plus que c'est assez facile. Sur du bâtiment neuf, ça va de soi. On crée un bâtiment, une maison, un bâtiment universitaire, une usine, un équipement public. On peut choisir d'emmener les gouttières. Et souvent, peut-être pas toujours, mais souvent on trouvera effectivement un espace vert, un endroit vers lequel on peut guider l'eau et l'infiltrer. Sur de l'existant, c'est possible aussi, sur des bâtiments qui existent déjà, plus facilement qu'on ne le croirait, et plus souvent, on peut aller déconnecter des gouttières. Aujourd'hui, elles vont au réseau pluvial, elles filent, en un temps très court, en plus, elles vont charger le débit des rivières en hiver, et on peut dévier le trajet et trouver un espace. On est ici sur un campus, il y a des espaces verts, il y a des endroits où on peut aller infiltrer l'eau assez facilement. Il faut qu'on regarde de plus près, c'est important le gisement, mais c'est-à-dire combien on a de mètres carrés de toiture sur un territoire donné, combien de mètres cubes ça peut représenter à l'année. C'est intéressant de mettre des chiffres derrière ça, mais dans une ville, évidemment, le gisement il est très, 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 très important. C'est intéressant de citer la mesure 19 du plan eau sur la récupération d'eau de pluie dans les bâtiments agricoles parce que on voit que derrière l'ambition d'un plan annoncé comme ça d'un seul coup, en fait, il y a des choses dont on parle dans les instances où je suis, on en parle depuis déjà plusieurs années. Enfin, c'est-à-dire les agences de l'eau se sont depuis longtemps déjà positionnées, elles n'ont pas attendu le plan eau pour financer de la récupération d'eau, notamment dans le milieu agricole.
Mais en réalité, aujourd'hui, il ne faut pas s'en tenir là. Et alors la mesure 19 ne le dit pas, mais ça va de soi que toutes les collectivités et les agences de l'eau s'intéressent à la récupération d'eau sur des toitures de maisons ou des bâtiments publics, etc. Et les agences de l'eau financent ça aussi. Surtout s'il y a de l'infiltration du surplus qui va avec. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant de mettre l'accent sur les bâtiments agricoles parce que ce qu'ont constaté les agences de l'eau, c'est qu'il n'y a pas tant de demandes que ça. Ça demande voilà, donc une visibilité. Cette opportunité de subvention doit être rendue plus visible. Un accompagnement des exploitants sur comment on fait, comment on s'y prend, comment on monte, comment on dimensionne, comment on monte le dossier. Il y a un jargon qui revient souvent en ce moment, c'est le zéro artificialisation nette, alors qui n'a valeur que de jargon technico-comptable. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui est moteur pour nous emmener vers ce type d'approche. On va s'y intéresser, non pas par le côté comptable de l'artificialisation, mais par dire on a envie de mettre de plus de végétal et de paysages végétalisés dans nos bourgs ou dans nos quartiers. On a aussi la conscience de ce qu'est un sol vivant, de ce qu'il peut apporter. On a la conscience aussi qu'avec un effort limité, finalement, on peut assez facilement diriger de l'eau de ruissellement vers cet endroit-là et donc l'aider à s'infiltrer. Et c'est tout cet ensemble-là qui est vecteur de sens, vecteur de projet qui peut donner envie, etc. Et au demeurant, ça reste technique. Effectivement, une racine d'arbre, il y a des endroits où ça ne pose aucun problème, dans quand même beaucoup d'endroits, mais dès qu'on est un peu dans l'urbain avec des réseaux dessous ou des constructions pas loin, ah bah oui, ça demande des spécialités, enfin une expertise. Quels arbres, etc. Tiens, d'ailleurs, pour info en passant, ça fait aussi 25 ans que j'enseigne en école de paysage. Paysagiste concepteur. Donc l'équivalent d'un urbaniste, d'un architecte, mais quand même avec cette entrée paysage et notamment cette expertise sur le végétal. Voilà des compétences dont on a de plus en plus besoin, on en discutant, là on en a la preuve. Moi je connais beaucoup de collègues maires qui depuis des années, alors, soit directement, soit dans le dialogue avec des aménageurs, des promoteurs, vont sur ces sujets-là bien sûr, et à Lanvalet où je suis maire, on a un exemple, en l'occurrence qui est assez récent, mais donc il est bien frais dans nos têtes, c'est un quartier où on nous demandait, les habitants souhaitaient qu'on vienne enrober les trottoirs qui étaient depuis 50 ans restés des trottoirs sablés, effectivement, un peu rustiques, un peu dans leur jus. Et à force de discussion, on a compris que les habitants, très légitimement, avaient besoin de confort pour rentrer chez eux, pour marcher, etc. Et on a convenu qu'on pouvait faire une zone 20 et que donc on pourrait marcher sur la route. Et à partir de là, on a enlevé les trottoirs finalement. On les a enlevés et puis on a mis à la place soit effectivement des petites noues, voilà, un petit espace vert creux pour infiltrer le ruissellement, soit simplement un terre-pierre pour un stationnement d'appoint ou quelques massifs. Et donc on a, ce faisant, renouvelé le paysage, l'esthétique du quartier. Ce qui est peut-être, c'est la première chose qui se voit et c'est le premier facteur de motivation aussi, je pense, pour entrer dans ce type de projet. Sur le zéro artificialisation des sols ou zéro artificialisation nette, je l'ai évoqué un peu en creux en expliquant un peu qu'est-ce qui peut motiver. Qu'est-ce qui fait frein ? C'est d'abord le nom, c'est le jargon, alors en l'occurrence qui vient de l'État. C'est incroyable, l'État a inventé dans un autre domaine, qui est surtout le domaine bassin versant agricole, les zones sous contrainte environnementale, ZSCE, zones sous contrainte environnementale. Est-ce qu'on espère pouvoir motiver des exploitants agricoles pour travailler de manière vertueuse avec un nom pareil ? Bon, le zéro artificialisation nette, c'est quand même très techno. Et effectivement, c'est le premier frein parce que ça nous emmène vers du comptable, c'est-à-dire on va faire le décompte des surfaces. Il va falloir arbitrer. Attention, si on consomme du foncier pour un bout de route par-ci, déviation, hop, dans l'équation, on perd des opportunités de développement. Bon. L'aspect comptable, ok, pour être équitable, on en aura besoin. Maintenant, il faut rentrer dans le sujet par l'autre porte que j'évoquais aussi, c'est-à-dire l'envie de retrouver des sols vivants, l'envie de retrouver du paysage et davantage de place au végétal en ville, avec les contraintes techniques que ça pose, mais on sait les appréhender, et l'envie aussi par là même de réinfiltrer de l'eau et d'être dans tout cet ensemble-là. C'est vrai que sur la ressource en eau, l'eau vient d'abord de nos bassins versants. Il faut encore une fois parler de la nature, de l'hydrographie. C'est là que l'eau coule, c'est là que l'eau rejoint les sols, s'infiltre, etc.
Donc elle vient quand même des campagnes. Et puis, il y a quelque part en aval, d'abord des villages et puis des villes, et notamment avec toute cette frange littorale, bon, les villes utilisent l'eau. Donc quelle solidarité ville-campagne? Il y a la solidarité de la répartition de cette ressource, qui est là de fait, qui est une règle de base. C'est-à-dire, en effet, on a un système où l'eau circule et l'adduction d'eau va, venant notamment de retenues ou de captages qui sont souvent en amont des villes, eh bien, on alimente les villes. Alors, quelle solidarité en retour? Il me semble que cette solidarité de l'offre, de la distribution d'eau, elle doit aller de pair avec une solidarité dans la sobriété. Et là, à un moment donné, pour des questions d'échelle, ça va être souvent les villes qui vont devoir donner l'exemple. On évoquait tout à l'heure le modèle d'assainissement, en osant parler désormais de toilettes sans eau, etc. Effectivement, il faut que les villes franchissent des pas là-dessus. Enfin, il y a plein d'autres exemples de sobriété d'eau en ville. On a parlé de l'eau pluviale, soit pour éviter d'utiliser de l'eau potable, soit par solidarité avec les milieux, c'est-à-dire réinfiltrer les eaux pluviales, c'est aussi donner de l'eau aux nappes, donc donner de l'eau aux rivières. En ville, il faut absolument changer de braquet là-dessus, ce qui marquerait aussi une forme de solidarité vis-à-vis de l'enjeu sobriété. Est-ce que la solidarité ville-campagne, dans quelle mesure ça interroge le modèle de métropolisation? C'est intéressant parce qu'on voit bien que Rennes, pour ça, est un modèle assez intéressant, puisque Rennes, effectivement, mobilise, alors c'est plus que Rennes, c'est tout le pays de Rennes, on va dire, qui mobilise de l'eau qui vient parfois d'assez loin. Moi, je connais une réserve importante qui est dans les Côtes-d'Armor, à Roffemel, sur la Rance, ou le Néal, la Rance et le Néal, pour alimenter effectivement la métropole rennaise. Mais je dirais, encore une fois, je dirais pourquoi pas, chiche. On sait que l'accueil de populations en zone urbaine, ça n'a pas que des inconvénients de ce point de vue-là. C'est aussi la possibilité de mutualiser, de mutualiser toute une série d'usages, mobilité. Bon, c'est les avantages de la ville. Je ne rentre pas dans ce détail-là, mais pour dire que effectivement, ça marche, et ça ne marchera à l'avenir vis-à-vis de la ressource en eau, que si ces collectivités-là font un effort très conséquent et ont une ambition très très forte sur la sobriété en eau. Et aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on est dans des vœux, dans des incantations, il faut qu'on fasse des économies d'eau, mais on ne les a pas encore affrontées vraiment à bras-le-corps. Je reprends encore une fois les pistes que peuvent être la récupération d'eau pluviale, réinterroger le modèle d'assainissement et l'utilisation d'eau potable dans les chasses d'eau, etc., etc. Il y en a bien d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a tellement de choses à faire dans l'économie d'eau, et notamment l'économie d'eau en ville, puisqu'on était sur ce sujet-là, que les ambassadeurs de l'eau, qui existent à Rennes, à l'initiative d'eau du bassin rennais, c'est une piste intéressante. Ouais, moi, je mets en relation évidemment cette approche-là avec les ambassadeurs du tri, en fait. Où là, pour le coup, on en a tous sur nos territoires, des ambassadeurs du tri. C'est bien un accompagnement auprès des habitants pour gagner du terrain sur les quantités de déchets, mais aussi la manière de les recycler, etc. Et donc, sur l'eau, effectivement, moi je trouve très pertinent qu'on se donne on ne le fait pas encore, nous, sur Dino Agglomération. En dehors de l'exemple rennais, j'en ai pas encore trouvé d'autres, mais oui, c'est une très bonne idée. Il faut aller au-delà du syndrome de fermer le robinet en se lavant les dents. C'est pas ça qui résoudra nos problèmes. Et de toute façon, c'est pas les adaptations. C'est un ensemble qui nous aidera à avancer. Mais au-delà du geste, il y a l'équipement. C'est clair que des mousseurs sur les robinets, sur les douches, si on arrive à les généraliser, on parle de 10-15%, peut-être plus, d'économie d'eau potentielle. Donc, mis bout à bout, c'est important, mais c'est une stratégie d'équipement. On on ne peut pas juste dire aux personnes, de la même façon qu'on leur disait pensez à appuyer sur l'interrupteur en sortant de la pièce ou pensez à l'état de leur robinet quand vous lavez les dents. On ne peut pas juste leur dire pensez à acheter des mousseurs pour vos robinets. Non, il y a une logique d'équipement qu'il faut piloter au niveau public. Dans la dynamique, et aussi, pourquoi pas, dans l'accompagnement financier.
On doit être capable, dans les budgets consacrés à l'eau et à l'assainissement, de dégager des outils pour aller financer les ambassadeurs de l'eau dont on parlait et qui vont peut-être aider les personnes à s'équiper en mousseurs et autres. Mais au-delà, et même, pourquoi pas, aller commencer à discuter, à réfléchir à la question des toilettes sèches. Pourquoi je reviens là-dessus sans arrêt? C'est qu'il y a des questions de volume, des enjeux de volume importants, et que j'étais il y a quelque temps à Dole de Bretagne sur une opération de logement, d'habitat en collectif, en plus en étage. On a vu des toilettes sèches chez des locataires ou chez des propriétaires totalement dédramatisés, rentrés dans les mœurs. Et alors là, c'est au-delà de l'ambassadeur de l'eau, parce que ça veut dire filière de compostage qui se met en place derrière, en accord avec la communauté de communes, avec un emplacement de compostage dédié sur la plateforme à la déchetterie, etc. Est-ce que nous, élus, on a une conscience suffisante des enjeux là, qui sont devant nous? Je dirais qu'il y a les élus qui sont dans telle ou telle instance liée à l'eau, où là ça parle de plus en plus. Dans ce que j'ai vécu récemment, la sécheresse 2022 a servi de booster. Là. Donc dans les instances liées à l'eau, on a parlé d'énormément de choses, et je pense que les discours s'infléchissent, la prise de conscience, elle gagne du terrain. Voilà. Maintenant, il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il faut arriver à connecter tout ça, à créer des ponts avec des collègues élus qui sont dans des domaines un peu plus éloignés de l'eau, où leur entrée, ça va être l'urbanisme, le tourisme, les politiques agricoles, on l'évoquait. Et là, il faut faire des passerelles. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, dans le cadre d'une étude importante que l'on mène sur le bassin versant de la Rance, sur les liens entre l'hydrologie, le climat, les enjeux milieux naturels, cours d'eau et les usages. C'est d'organiser des rencontres de l'eau. Et de dire, on en parle énormément dans notre instance, dans nos instances. Maintenant, il faut aller en parler avec d'autres. Et donc, rencontre de l'eau dédiée à l'urbanisme, par exemple, où on va inviter tous les élus qui ont en charge des dossiers d'urbanisme sur les différentes intercommunalités de ce territoire-là. Et voilà, et discuter de ces enjeux-là avec ces personnes qui entreront dans le sujet par leur discipline, leur domaine, et prendront conscience que, par exemple, pour reprendre la question de l'urbanisme, il y a dans les services instructeurs, etc., il y a des choses importantes qui peuvent se jouer pour prendre en compte l'infiltration des eaux pluviales, notamment, etc. Sur justement la question de la prise de conscience et donc la compétence des uns et des autres sur le sujet de l'eau, il y a une évolution qui s'opère en ce moment. Et donc il faut en profiter, il faut prendre cette balle-là au bond et l'accentuer par ce que j'appelais les rencontres de l'eau, et dire qui effectivement qui permettent des temps de partage entre les spécialistes ou les élus, soit des vrais spécialistes, des scientifiques, etc., soit des élus mais qui sont vraiment dans ce sujet-là habituellement, et des moins spécialistes, d'autres collègues élus d'autres domaines, et leurs services aussi. Mais oui, bien sûr, les choses bougent, et encore une fois, la sécheresse 2022, elle fait levier par rapport à ça. On dit souvent, on pointe souvent la question des rendements de réseau, c'est-à-dire l'eau que l'on perd dans nos réseaux publics. C'est-à-dire qu'on va demander effectivement aux uns et aux autres de faire des efforts de sobriété, j'en ai beaucoup parlé, mais dans les efforts qui incombent à la collectivité gestionnaire d'un réseau, il y a celui-là effectivement, avoir des réseaux, des équipements performants. Alors où on en est? Sur le secteur de Dinan que je connais le plus, on a un rendement qui est autour de 86% en moyenne, donc qui est plutôt bon. D'une part, mais qui surtout, ça c'est un bon indicateur, qui a évolué, qui a progressé assez vite ces dernières années. Et ça tient à une prise de conscience, mais ça tient aussi à des outils contractuels. C'est-à-dire que nos gestionnaires d'eau, ils ont de toute façon intérêt à avoir des réseaux qui ne fuient pas trop. C'est-à-dire, quitte à avoir fait l'effort de produire un mètre cube d'eau potable et le mettre en distribution, autant être capable de le facturer plutôt que de le perdre en route. Donc c'est l'intérêt partagé là. Et puis il y a aussi des engagements contractuels. Sur le secteur de Dinan, on a une délégation de service public qui est originale parce que c'est vis-à-vis d'une société d'économie mixte, en fait. Donc c'est une société dédiée qui, en coactionnariat entre la collectivité et un opérateur privé, donc qui fait l'objet d'un contrat. Et dans ce contrat, il y a une obligation de progresser sur les rendements. Et sinon, ça veut dire qu'il y a des pénalités. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? Effectivement, on a vu quand même une montée du niveau de jeu, on va dire, sur les outils.
comment on place des compteurs de secteurs dans certaines parties du territoire pour y voir plus clair et pour savoir détecter les fuites un petit peu mieux, un peu plus efficacement. D'autres outils de détection de fuites, des technologies là sont mobilisées pour ça et ça permet d'aller effectivement les réparer et de gagner sur du rendement. Quand on a affaire à une fuite, il y a plusieurs approches possibles. Soit c'est une pièce, un organe, une vanne à changer, soit c'est un tronçon de réseau où on est parfois sur des matériaux qui sont, comment dire, typiquement certains types de PVC collés, ou s'il y a de la pression dans les réseaux d'eau potable, par définition, ils sont vulnérables à ça, donc ça va se décoller ici ou là, ça gère des fuites. Donc là, il y a le problème de matériaux et parfois des tronçons assez longs ou des ensembles assez importants à changer. Il y a aussi cet héritage-là à certains endroits, de choix techniques de matériaux et de poses d'il y a plusieurs décennies dont on paye les pots cassés. Alors du chemisage, c'est quelque chose que je connais mieux dans le domaine de l'assainissement, où on a aussi des problématiques de vieillissement de réseaux et où effectivement on arrive à rénover des réseaux par l'intérieur sans être obligé de les changer intégralement. Sur les réseaux d'eau potable, quels sont les matériaux les plus en vogue? C'est le PEHD, donc qu'on voit sur des chantiers, on le voit, c'est le tuyau noir avec sa petite ligne bleue, à la différence du PVC qui est le tube gris que désormais on voit sur des chantiers d'assainissement, mais qu'on ne voit plus en eau potable. Et le polyéthylène haute densité est moins impactant à la production que le PVC. On est en vigilance en ce moment sur le fait que l'État perd des moyens, de la technicité sur son rôle notamment de police administrative, instruction de dossiers et sur son rôle aussi de police de terrain, on va dire. Donc là, il y a un point de vigilance. Sur les autres éléments, donc la gouvernance locale de l'eau par les collectivités locales, alors on peut voir rapidement d'où on vient, d'ailleurs quelles ont été les grandes séquences. Moi j'ai un repère, point de départ en 1964, la création des agences de l'eau, où c'est une époque où la compétence est très souvent exercée par les communes, que ce soit l'eau potable et l'assainissement. C'est les communes, il y a de l'accompagnement là pour le coup très fort de l'État, y compris en ingénierie, et puis il y a l'outil financier de l'agence de l'eau, des agences de bassin à l'époque, qui sont créées. Et puis en 1992, on amène la cohérence hydrographique. C'est la création des commissions locales de l'eau et des schémas d'aménagement de gestion des eaux, et d'ailleurs à l'intérieur des grands schémas directeurs d'aménagement de gestion des eaux, donc les SDAGE, les SAGE, et je préside l'un d'entre eux puisque c'est effectivement le SAGE Rance. Et donc en 92, on rajoute cet élément-là qui est très intéressant parce qu'il amène effectivement cette cohérence hydrographique. Et puis plus tard, il y a l'étape de la loi NOTRe et des intercommunalités, où là ça va changer la donne. Donc à partir des années 2000, 2010, les intercommunalités se forment, grandissent, et très récemment, c'est-à-dire à Dinan Agglomération, ça date de 2018 en tout cas à l'échelle de Dinan Agglomération, transfert des compétences eau potable assainissement. Il y avait des intercommunalités plus petites qui les exerçaient auparavant, mais là on regroupe. Et donc ces intercommunalités, elles se dotent de services, etc. Elles se structurent plus facilement que des communes. Bon. Mais alors ça va de pair avec un retrait de plus en plus de l'État dans son accompagnement. Mais je l'ai dit, le problème c'est que ça va aussi avec une diminution du rôle de l'État dans des rôles régaliens, donc c'est là où il faut faire attention. En tout cas, les intercos prennent, se consolident, c'est intéressant, et la gouvernance de l'eau s'organise beaucoup au travers de syndicats dédiés, des syndicats de production d'eau, des syndicats de distribution. Et ça, on en a encore un certain nombre sur notre territoire. Alors est-ce qu'il y a des évolutions à envisager? C'est vrai que la prise de compétences par les intercommunalités et l'exercice de ces compétences eau assainissement sur le plan opérationnel, je pense que c'est intéressant, à une condition, c'est que ça se fasse en conscience et en admettant le rôle stratégique d'autres instances. Et là, j'évoquerai le binôme entre les syndicats départementaux qui organisent l'interconnexion à leur échelle et les commissions locales de l'eau
qui sont garantes d'une cohérence hydrographique de toutes les politiques que l'on mène. Donc pour résumer, les intercommunalités sur un plan opérationnel, très bien, mais avec un pilotage stratégique qui doit coupler les bassins versants, donc les commissions locales de l'eau, et les structures départementales, parce que de facto, les réseaux d'adduction sont interconnectés. Ça, c'est plutôt une bonne chose d'un point de vue solidarité. Donc, c'est les deux maillons stratégiques, il me semble. Donc, voilà un aspect. Ensuite, tout ce monde-là ne doit pas fonctionner tout seul. C'est-à-dire, dans la gouvernance, c'est intéressant, par exemple, d'être connecté avec la recherche. Donc, moi, je suis aussi membre du bureau du CRECEB, qui est centre de recherche sur l'eau en Bretagne, et qui est une instance extrêmement concrète où effectivement des personnes, des élus qui sont dans l'opérationnel de l'eau comme je le suis, sont en contact avec des chercheurs. Et on voit bien qu'on est dans des périodes où on en a encore plus besoin. Autre élément, effectivement sur la production de l'eau, j'évoquais les syndicats ou les établissements qui sont dédiés à produire de l'eau. Là, il va sans doute y avoir une gouvernance, alors je l'énonce avec prudence parce qu'il faut qu'on le fasse intelligemment en prenant le temps, mais il va sans doute y avoir une gouvernance qui mérite d'évoluer. Je prends un exemple. Eau du pays de Saint-Malo, légitimement, se penche sur la problématique de la ressource pour Saint-Malo. C'est tout à fait logique, puisque Saint-Malo manque un petit peu de sécurisation sur son adduction eau potable, notamment en cas de sécheresse. Et donc, Eau du pays de Saint-Malo regarde des solutions et envisagerait, pourquoi pas, un nouveau captage en Rance. Ça fait partie des solutions qui ont été discutées, imaginées, même regardées d'assez près. Alors, comment organiser la gouvernance d'une chose pareille? Si un jour, il y avait effectivement une nouvelle ressource, ou qu'elle soit peut-être, mais je prends cet exemple-là. Nouvelle ressource en Rance, imaginons qu'hydrologiquement, ça soit envisageable, certains mois de l'année, peut-être. Mais comment piloter? Il me semble que ça ne pourrait plus être un organisme exclusivement dédié à la production d'eau pour un territoire donné. Et il faut qu'on invente des gouvernances vertueuses en termes de solidarité. Voilà, donc j'en dis pas plus, mais ça veut dire que c'est peut-être plusieurs organismes à la fois, ou peut-être des instances supra qui doivent rentrer dans la gouvernance pour dire c'est pas, au fond, c'est pas un captage juste pour toi, mais c'est un captage de territoire. Et il faut qu'il soit piloté comme tel. Et aujourd'hui, si il rendait un service à Saint-Malo, bon, très bien, mais demain, il peut rendre service à d'autres selon les circonstances, etc. Oui, sur cette question de la gouvernance de l'eau, on pourrait dire que les choses évoluent. J'ai évoqué 64, 92, puis la loi NOTRe, etc. À l'évidence, elles doivent continuer à évoluer, mais on est dans une dynamique qui les aide à évoluer. C'est-à-dire, déjà, ces collectivités, structures de bassin versant parlent entre elles. Moi, en tant que président de la commission locale de l'eau Rance, justement, j'ai été amené à animer, enfin en tout cas à stimuler un débat entre les membres, parmi lesquels il y a des intercos, il y a des producteurs d'eau, eau du bassin rennais, eau du pays de Saint-Malo, Dinan Agglomération en tant que producteur d'eau, etc. Il y a les syndicats départementaux, et c'est un lieu où on a réussi à discuter tous ensemble de cet éventuel scénario de captage, de nouveau captage en Rance. Et on a discuté, on a réussi à discuter ensemble des enjeux de solidarité et donc des enjeux de gouvernance si une aventure telle que celle-ci allait de l'avant. Donc c'est déjà pas mal. Mais ça a débouché, c'est vrai, sur une hypothèse d'évolution de gouvernance. C'est-à-dire comme je le disais, s'il y a un nouveau captage à cet endroit-là, il faudra inventer une gouvernance appropriée. Ça ne peut pas être un producteur d'eau pour un territoire donné qui, entre guillemets, s'approprie un lieu de ressources comme ça. Il faut arriver à en partager la gouvernance ou à trouver l'outil qui fait que ce serait d'abord un outil de solidarité. Les structures de bassin versant, donc créées en 1992, elles ont perdu un petit peu de terrain au même moment où les intercommunalités grandissaient. Eh bien, je pense qu'il faut remettre en avant l'importance des structures de bassin versant, des schémas d'aménagement de gestion des eaux. Il faut qu'ils aient leur légitimité, leur force vis-à-vis des collectivités locales et vis-à-vis de l'État. Parce qu'en ce moment, ils sont un petit peu en retrait. Et si je le dis, c'est pas parce que j'en préside une, puisque je suis aussi vice-président de Dinan Agglo, etc. C'est vraiment le fait d'avoir des mandats dans ces différentes instances, donc un regard croisé sur cet enjeu de l'eau, que je regarde par différents prismes, et qui m'amène à la conviction que ces structures de bassin versant, elles sont un lieu de discussion, je dirais, apaisée, respectueuse
parfois on s'enflamme un peu sur des sujets, hein, tout le monde n'est pas d'accord, mais on en parle. Et quand on en parle dans la structure de bassin versant, on n'est pas dans l'opérationnel. On est un petit peu détaché de l'opérationnel puisqu'on est sur les schémas d'aménagement, de gestion des eaux, les cadrages en fait. Et c'est donc des lieux où des personnes de départements différents se côtoient, hein, sur le bassin versant de la Rance, 22, 35, des personnes d'interco différentes, on a Dinan agglomération, Saint-Malo agglomération, Bretagne romantique et d'autres. Toutes ces personnes-là se côtoient. On a bien sûr des collèges représentant les industriels, les agriculteurs, d'autres usagers. On a des représentants de l'État, des collectivités territoriales, et tout ce monde-là discute ensemble. Et donc tout ce monde-là s'entraide à monter en compétences ensemble. Donc c'est effectivement des lieux très, très importants et qui méritent d'être valorisés. Dans les commissions locales de l'eau, en effet, j'ai évoqué la présence d'élus de territoires différents, j'ai évoqué la présence de représentants de professions, mais il y a effectivement un collège, dans les collèges usagers, on va retrouver, ça s'appelle collège usagers association, où on va retrouver des représentants d'Eau et Rivières de Bretagne, par exemple. On a quand même la chance d'avoir, alors je pense à Eau et Rivières ou Bretagne Vivante, des associations structurantes, extrêmement documentées, extrêmement présentes, et qui ont leur contribution dans ce que j'appelle la montée en compétences. Il faut bien faire la différence dans tout ce qu'on dit là sur la gouvernance, le qui fait quoi, qui parle avec qui. Il faut faire la différence entre, je dirais, les discussions d'arbitrage, comment justement, pourquoi tel usage plutôt que tel autre. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect comment on monte en compétences ensemble. Et donc, après-demain, on rediscutera du conflit d'usage, mais on en discutera différemment, parce qu'on aura été enrichi par le fait d'avoir entendu, par exemple, Eau et Rivières de Bretagne, donc experts, nous parler des enjeux milieux naturels, etc. Et c'est extrêmement enrichissant. Et donc, le coup d'après, on ne peut plus dire que ce n'est pas important, on est informé, on est documenté, et puis on l'a, même si on a un intérêt à défendre, on a quand même, en toile de fond, on a la conscience de ces enjeux-là. Alors je ne dis pas que tout est simple et que tout est facile, hein, je ne ferai pas rosir trop le tableau, c'est pas facile, mais s'il s'agit d'arbitrer des usages et d'avoir à affronter des arbitrages entre usages, alors il faut le faire effectivement en montant en compétences. Je viens de parler de l'exemple des milieux naturels, mais c'est vrai aussi avec le climat, l'hydrologie et ces éléments complexes sur lesquels on a à apprendre. Et c'est très enrichissant de le faire et de le faire collectivement. J'imagine en effet que je ne suis pas le seul à être tombé de ma chaise quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire un jour « Comment aurait-on pu prévoir ?» C'est renversant, c'est le cas de le dire. Alors après, effectivement, on peut regarder cette phrase étrange à plusieurs échelles de temps. Il y a des signaux sur le réchauffement climatique qui viennent de très très loin. Donc, et assez vite, on comprend qu'il y a un lien probablement entre les questions de climat et les questions d'hydrologie, de quantité d'eau disponible, etc. Bon, ça c'est l'échelle de temps long. Effectivement, les signaux, ils viennent il y a plusieurs décennies. Et moi, ce jour-là, je l'ai aussi entendu à l'échelle de temps finalement assez courte, en me disant, tiens, il dit ça à l'aune de la sécheresse 2022, mais une discussion stratégique qu'on a eue localement sur les problématiques de ressources, de tension sur la ressource, comment on va s'organiser entre nos territoires, etc., comment aussi aller vers des économies d'eau, de la sobriété. En réalité, c'est des discussions qui ont démarré il y a des années. Enfin, elles ne sont pas si anciennes que ça non plus. Mais il y a en tout cas plusieurs années qu'on discute de tout ça. Et puis enfin, on peut le voir à l'échelle des signes annonciateurs de la sécheresse 2022 elle-même. Enfin, elle s'est annoncée en réalité. Elle s'est annoncée par tout ce qui s'est passé depuis de longs mois avant, en hiver, sécheresse de l'hiver, etc. Enfin, et des niveaux de nappe, on pouvait se dire, oui, on va avoir un printemps, un été compliqué. Et les acteurs locaux, au mois d'avril 2022, se réunissaient pour dire, bon là, il faut qu'on anticipe une organisation. Donc on n'a pas attendu les arrêtés sécheresse de l'État du mois de juillet, où
ou le bilan de Macron, qui aurait pu prévoir? Bien sûr que tout ça est prévisible. Et alors, ce qui nous conforte et ce qui disqualifie une bonne fois pour toutes cette phrase-là, il faut passer à autre chose, c'est les exposés qu'on a depuis par les experts du climat, y compris Breton, hein, et qui disent ce qu'on sait déjà, mais ils viennent avec les données locales et avec leurs outils, nous mettre sous les yeux. Et les amis, la sécheresse 2022, bientôt, ça sera tous les 3 ans. Et fin de siècle, ça sera une année normale. Donc voilà, si effectivement on a une visibilité. Alors comment de toute cette discussion dégager des priorités fortes? J'allais dire en toute humilité, parce qu'on pourrait citer un très grand nombre de choses. Donc en fin de compte, j'avais presque envie de citer, c'est assez logique, mais soit les sujets sur lesquels j'essaie de m'impliquer un petit peu ou qui me tiennent particulièrement à cœur. Est-ce que c'est les priorités absolues? En tout cas, c'est celles auxquelles je consacre un peu d'énergie. J'ai beaucoup parlé du cycle domestique de l'eau et du modèle d'assainissement. Si j'en ai beaucoup parlé, c'est pas un hasard, c'est qu'effectivement je m'investis sur cette question, alors pas tout seul, hein, mais à la fois en tant que vice-président d'une agglomération et en tant que président de la commission locale de l'eau, organisation de conférences techniques sur l'assainissement à la source, visite de lieux, je l'évoquais, où on voit des toilettes sans eau, séparation d'urine, etc. Spectacle musical, conté, conférences qui racontent justement les enjeux de le paradoxe, disons un paradoxe dont on n'a pas eu le temps de discuter, mais entre la difficulté de la ressource en fertilisant agricole qu'il faut produire, etc. et le fait qu'on a en réalité beaucoup de fertilisants et d'azote et de phosphore dans nos urines dont on ne sait que faire. On les envoie à la station d'épuration où ça nous coûte beaucoup d'argent d'épurer l'eau. Bon, bref, est-ce qu'il n'y a pas des circuits courts à faire? Il faut oser y penser. Donc, tout ce cycle domestique m'intéresse énormément et vraiment, il y a des choses à faire évoluer. Un autre domaine qui me semble prioritaire, c'est la question de nos aires d'alimentation, de captage. Je fais le lien avec l'enjeu pesticides parce que, quand j'ai repris la présidence de la commission locale de l'eau sur la Rance, mon prédécesseur Dominique Ramard disait le principal point noir quand on regarde les bilans sur nos cours d'eau, c'est les pesticides. Et puis, j'ai participé et introduit une réunion, une séance du CRECEB début janvier 2022 sur la question des pesticides, avec un niveau d'expertise très intéressant. Et ça fait froid dans le dos. Bon. Heureusement, la région Bretagne se donne un horizon. Alors on pourrait dire que ça serait bien que ça soit un peu plus proche. Bon, mais en tout cas, on se fixe un horizon sans pesticides. Il faut oser le faire parce que dans l'imaginaire, ça donne un cap et ça travaille. Il faut que ce cap il soit désormais sans ambiguïté. Mais il serait grand temps, et je suis des fois très étonné que ce ne soit pas encore le cas, qu'au moins dans les aires d'alimentation de captage d'eau, on soit à 0 pesticides. Donc là, il y a une priorité absolue. Et encore une fois, on est capable de relever le défi à condition de connecter entre elles les politiques de l'eau, la stratégie foncière agricole et les politiques, les programmes alimentaires territoriaux, les PAT, hein, c'est aussi les dîners agglomération a une politique alimentaire territoriale. Si on croise, encore une fois, la stratégie foncière, l'ambition alimentaire portée par un territoire et la politique de l'eau, on doit être capable de se débarrasser rapidement des pesticides dans les aires d'alimentation de captage. Enfin, voilà. Et puis, toujours justement, ça va avec, mais sur ce volet agricole, et là, ça m'éloigne de ma compétence première, mais forcément, je fais le lien. C'est-à-dire cette fameuse question qu'on va retrouver partout, hein, quand on va parler d'infiltration d'eau pluviale, comment on s'adapte à un site, à ce qu'il peut donner et à ses limites. Et notamment comment on s'y adapte du point de vue du choix de nos élevages, de nos cultures. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne pourra plus faire. Et je pense là à des pistes que l'on voit par la permaculture, par exemple. C'est-à-dire, la permaculture, son entrée, c'est bien, alors c'est élaboré même sur des associations d'espèces, etc. Mais c'est bien quand même appréhender une production de manière écosystémique, en fait. Et dans son lien, ou dans ses liens intimes avec un site. Donc là, on voit bien, on s'éloigne de l'entrée vraiment eau
mais on voit assez rapidement le lien. Voilà pour ne donner que quelques exemples de priorités. Mais s'il y avait une priorité chapeau, je reprends ce que j'ai dit tout au long de notre échange, c'est tout ce qui peut concourir, non pas à la course en avant, priorité nouvelles ressources, priorité recours aux technologies élaborées, etc. C'est ce qui peut concourir à la sobriété. Voilà. Et derrière ce mot, il y a des vraies choses à faire. Peut-être j'ai des inquiétudes parfois, mais j'allais dire il vaut mieux être optimiste. Est-ce que je suis optimiste de nature? Question compliquée. Mais d'un point de vue stratégique, il faut l'être. Voilà, c'est comme ça. D'un point de vue stratégique, il faut se mettre en situation positive. Je l'évoquais, c'est pas le jargon du ZAN qui va nous faire avancer, le zéro artificialisation nette, c'est le rapport positif à l'intérêt d'avoir des sols vivants, du végétal et d'infiltration d'eau dans les sols. Et ça vaut pour tout. Et donc on doit pouvoir, sans être naïf, sans s'affranchir de la complexité des sujets, sans s'affranchir du fait qu'on n'est pas tous d'accord et qu'il faut quelquefois s'engueuler, pourquoi pas. Donc il faut qu'on arrive tous à affronter ces défis-là, mais à affronter en y entrant par le positif. Alors, ce qui peut en plus aider justement à être dans une dynamique optimiste, c'est en enrichissant notre regard sur l'eau. Parce qu'on l'aborde souvent sous des angles techniques, ressources, distribution, réseau, rendement, etc. Mais il faut retrouver aussi du récit, en fait, et renouer, ou en tout cas entretenir le lien avec l'imaginaire de l'eau, tout ce que l'eau véhicule comme imaginaire, et du lien très concret avec les paysages de l'eau. Et donc, lorsqu'on travaille sur ces sujets, il faut être inventif sur la manière de les représenter, et de les dessiner. Et ça fait écho, encore une fois, au projet dont on parle. Il faut dessiner les choses, voilà. Quelquefois, un texte, un long rapport, il a un contenu indéniablement intéressant, mais est-ce qu'il va toucher du monde? Donc on a besoin de dessins. D'ailleurs, dans une étude que j'évoquais dans notre entretien là, sur hydrologie, milieu, usage, climat, comment tout ça se raccorde, on a recours à la facilitation graphique. Parce que ça aide à comprendre des problématiques et des enjeux, à les partager, et puis parce que ça amène un petit peu d'oxygène dans des processus parfois un peu techniques, un peu rigides, quoi. Donc voilà, c'est tout ça aussi qui concourt effectivement à l'optimisme.